Premier ministre qui participe aux cérémonies commémoratives du 75e anniversaire du débarquement allié du 6 juin 1944, comme il me l'a confirmé au téléphone ce matin. Je voudrais excuser et remercier nos collègues sénateurs de Normandie, dont les présidents de commission Philippe Bas, Hervé Maurey et Catherine Morin-Desailly, ainsi qu'un certain nombre de sénateurs représentant les Français établis hors de France, qui ont l'honneur de représenter la Haute Assemblée lors de cette cérémonie. Il y a en effet exactement 75 ans, sur les plages de Normandie, territoire particulièrement cher à mon cœur, des dunes Varville au port de Ouistreham, 136 000 hommes venus du ciel et d'une mer qui tentaient de s'apaiser décidèrent au fond du sort de la guerre et par-delà de la liberté des hommes et des femmes et de l'avenir de la démocratie. Ils étaient américains, britanniques, canadiens, ils étaient belges, hollandais, norvégiens, ils étaient français, ils étaient grecs, danois, d'autres encore engagés volontaires dans les forces alliées. Ils venaient aussi d'Afrique. Ce jour-là, sur cette terre de Normandie, 3500 sont tombés. Ces jeunes, souvent d'à peine 20 ans, qui pour beaucoup d'entre eux n'avaient jamais ou si peu entendu parler de la France, au milieu de cet enfer de feu et d'acier, n'ont pas hésité. Ils ont avancé, sur le sol de France, bravant les balles et les obus. Ils ont avancé, tombant les uns après les autres, pour abattre un régime diabolique. Ils ont avancé pour nous libérer. Parmi eux figuraient les membres du bataillon Kieffer, dont le lieutenant de vaisseau Augustin Hubert, qui donna sa vie parmi les premiers à Ouistreham. Comment ne pas avoir une pensée pour nos marins tombés il y a quelques jours en Afrique, héritiers de ce commando? Comment ne pas penser, oui, aux membres de ce commando qui donnaient leur vie avec le même héroïsme il y a quelques jours? Ce débarquement est à jamais inscrit dans nos esprits par tant de souvenirs, tant de livres, tant d'images. C'est sur ces plages qu'une certaine manière de vivre, de croire et d'espérer l'a emporté sur le seul véritable ennemi, le nazisme. Aujourd'hui, dans le respect de l'histoire et des souffrances éprouvées, je veux aussi avoir une pensée pour des raisons que certains comprendront, pour les populations civiles si durement éprouvées dans ces nuits du 5, du 6 et du 7 juin en cette terre de Normandie. L'heure est d'abord au recueillement et au souvenir. Elle est aussi à ce présent que nous avons choisi de construire en commun dans la diversité de notre démocratie. L'idée européenne, les projets qui l'incarnent, au fond, sont peut-être nés sur les plages de Normandie. Oui, ils sont nés sur les plages de Normandie avec la liberté et la démocratie restaurée, avec le sentiment unanime que ces guerres fratricides qui ont enflammé le monde étaient la négation de l'Europe, de ses valeurs et de sa culture, avec le sentiment que tant de souffrances et de destruction ne pouvaient pas avoir été endurées en vain, avec le sentiment que nous devions à ces morts, dont beaucoup reposent aujourd'hui en Normandie, de donner un sens à leur sacrifice en nous engageant résolument dans la seule voie qui assure la paix en Europe et la paix dans le monde, celle de la réconciliation entre les peuples. Je vous remercie. Merci. Par lettre, en date du 6 juin 2019, le Premier ministre, M. Édouard Philippe, m'a informé que M. François de Rugy, ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire, présentera mercredi 12 juin
le texte de la déclaration de politique générale qu'il prononcera au même moment devant l'Assemblée nationale. Par ailleurs, le Premier ministre demandera au Sénat l'approbation de cette déclaration en application de l'article 49, alinéa 4 de la Constitution. Acte est donné de ces communications. Je réunirai donc la conférence des présidents mardi prochain afin de modifier en conséquence l'ordre du jour de nos prochaines séances. Je vous rappelle que le 13, 14 et 15 seront ici réunis les Sénats d'Europe et les Sénats d'Afrique pour parler aussi de paix, de co-développement, pour parler de démocratie. C'est un rendez-vous aussi important. Monsieur le ministre d'État, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, l'ordre du jour appelle les questions d'actualité au gouvernement. La séance est donc retransmise sur Public Sénat. Chacun veillera particulièrement cette journée à la fois au respect des uns et des autres, et pardonnez-moi, puisque c'était une journée d'une heure précise, au respect de son temps. La parole est maintenant à notre collègue Dany Wattebled pour le groupe Les Indépendants, République et Territoires pour 2 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le ministre de l'économie, mes chers collègues, cela faisait 15 ans que l'emploi industriel n'avait pas progressé en France. Depuis 2017, le secteur a créé des milliers d'emplois. Cette dynamique s'est aussi traduite par des projets d'investissement étrangers. Avec 1027 projets d'investissement sur son sol, dont 339 dans l'industrie, la France est le deuxième pays le plus attractif d'Europe, après le Royaume-Uni, mais devant l'Allemagne. Nous nous réjouissons de cette tendance positive, mais nous restons prudents quant à l'avenir de l'industrie française. La France et l'Allemagne doivent publier prochainement un document de politique industrielle européenne, comprenant notamment une proposition de réforme des règles de la concurrence. Il faut résoudre le dilemme que posent ces règles. L'avènement d'un acteur européen capable de peser au niveau mondial n'est pas encore permis en l'état par les règles de la concurrence. Après le refus de la fusion Alstom-Siemens par la Commission européenne, nous avons vu une proposition de fusion émise par le groupe Fiat Chrysler et adressée à Renault. Vite proposée, mais aussi vite retirée. Sans fusion, et encore plus en froid avec son partenaire Nissan, Renault n'est-il pas aujourd'hui dans une situation plus fragile qu'avant? Son action avait déjà fortement chuté suite à l'incarnation de son président, M. Carlos Ghosn. Elle vient de perdre à nouveau 6% suite à l'annonce du retrait de l'offre. D'autres acteurs sont dans une situation préoccupante. Ascoval est en sursis. Le choix et l'analyse du repreneur étaient-ils pertinents? Le premier n'a pas permis d'aboutir et le second est lui-même en difficulté. Je voudrais ici saluer le courage des salariés qui restent dignes dans cette épreuve. Les différentes interventions de l'État sur Whirlpool, sur Alstom et General Electric ou sur Ford n'ont pas permis d'empêcher ces licenciements. Dans ces conditions, Monsieur le ministre d'État, l'État peut-il et doit-il définir une politique industrielle? Si oui, comptez-vous le faire et comment? Pour vous répondre, la parole est au ministre de l'Économie et des Finances, Monsieur Bruno Le Maire. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur, oui, notre politique industrielle donne des résultats. Nous créons pour la première fois des emplois industriels dans notre pays, alors que 1 million ont disparu au cours des 10 dernières années, et plus d'usines ouvrent dans notre pays pour la première fois depuis 10 ans qu'il y en a qui en ferment. C'est un bon résultat et ça nous incite à poursuivre cette politique économique. Vous m'interrogez également sur le projet de fusion entre Renault et Fiat qui a été retiré ce matin. Est-ce que ce projet de fusion entre Renault et Fiat était une opportunité industrielle pour Renault? Oui. Est-ce que toutes les conditions étaient réunies pour garantir le succès de cette opération? Non. J'avais fixé depuis le premier jour 4 conditions au succès de cette opération. Qu'elle se fasse dans le cadre de l'alliance entre Renault et Nissan, que l'emploi industriel soit protégé, que la gouvernance soit garantie et que la future entité participe au projet de batterie électrique que nous avons lancé avec l'Allemagne. Certaines de ces garanties étaient remplies, l'une ne l'était pas. C'est le respect de l'alliance entre Renault et Nissan. Nissan n'était pas prêt à voter au conseil d'administration de Renault en faveur de cette fusion. Nous avons demandé quelques jours supplémentaires pour discuter avec la partie japonaise et lancer ce projet de fusion dans les meilleures conditions possibles.
Fiat a fait un choix différent en retirant son offre. Nous considérons qu'il est indispensable que ce projet se fasse dans le cadre d'une alliance entre Renault et Nissan qui, depuis 20 ans, a apporté technologie, emploi, sécurité financière à Renault. Quel est maintenant l'avenir pour Renault? D'abord, je tiens à redire que Renault est une entreprise solide, performante. Ensuite, il faut consolider l'alliance entre Renault et Nissan. La direction va s'y employer et moi-même, qui pars pour Tokyo dans quelques instants, je vais m'y employer avec mon homologue japonais. Et enfin, nous restons ouverts à toute perspective de consolidation industrielle, mais une fois encore, dans la sérénité, sans précipitation, pour garantir les intérêts industriels de Renault et les intérêts industriels de la nation française. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à notre collègue Pierre Frogier pour le groupe Les Républicains. Vous avez la parole, mon cher collègue. Monsieur le Président, ma question s'adresse au Premier ministre. Le 12 mai dernier, les élections provinciales en Nouvelle-Calédonie ont permis de renouveler les assemblées de province et le congrès de la Nouvelle-Calédonie. La famille politique à laquelle j'appartiens a largement remporté ce scrutin, puisque, avec 41% des voix dans la province sud, nous occupons désormais 20 des sièges sur les 40 à pourvoir. Nous avons également obtenu 3 sièges dans la province nord à majorité indépendantiste. Mais ce scrutin vient confirmer les résultats du référendum du 4 novembre dernier, au cours duquel le non l'a emporté à raison de 57% des suffrages, le non à l'indépendance. Donc majoritairement, le 12 mai, les Calédoniens ont réaffirmé qu'ils veulent rester français. Et ce message ne s'adresse pas seulement au gouvernement, ne s'adresse pas seulement au Premier ministre. Ce message s'adresse à la France. Il s'adresse à nous, dans cet hémicycle, nous qui incarnons la représentation nationale. Malgré ces résultats, la Nouvelle-Calédonie se retrouve aujourd'hui dans une situation totalement absurde, par un jeu d'alliance. C'est un indépendantiste qui a été élu à la tête du Congrès. Et dans quelques jours, il n'est pas impossible que le même scénario se renouvelle par l'élection d'un indépendantiste comme président du gouvernement. Pour la majorité des Calédoniens, cette situation est incompréhensible, voire intolérable. Cette majorité a le sentiment que le résultat du référendum, le résultat des élections du 12 mai, lui ont été confisqués et que son choix d'un avenir dans la France est ignoré. Cette majorité a même l'impression qu'on l'emmène subrepticement là où elle ne veut pas aller. Alors, Monsieur le Premier ministre, pour clarifier cette situation, et avant que cette situation ne dégénère, les élus à venir en confiance au Congrès de la Nouvelle-Calédonie demanderont l'organisation le plus tôt possible du second référendum prévu par l'accord de Nouméa. Donc, le temps presse, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, êtes-vous prêt à nous accompagner en organisant le plus tôt possible ce deuxième référendum? Je vous remercie. Pour vous répondre, en l'absence du Premier ministre que j'ai excusé, la parole est à Madame la ministre des Outre-mer. Madame Girardin, vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénatrices et sénateurs, Monsieur le sénateur Pierre Frogier, vous l'avez dit, le 12 mai, les électeurs de Nouvelle-Calédonie se sont donc prononcés pour élire leurs représentants dans leurs institutions du territoire. Aujourd'hui, les présidents et vice-présidents des provinces ont été élus, ainsi que le président et les responsables des instances du Congrès de Nouvelle-Calédonie. Le Congrès vient d'ailleurs de se prononcer sur le nombre de membres du gouvernement de Nouvelle-Calédonie. Il procédera à son élection le 13 juin prochain. Je veux ici, en mon nom et ensuite du Premier ministre, vous redire et redire à l'ensemble des élus nos félicitations, qu'ils soient effectivement à la province ou au Congrès. Leur mandat est le dernier de l'accord de Nouméa qui a été signé en 1998. Vous l'avez rappelé, Monsieur le Sénateur, à la veille du 12 mai, en évoquant l'obligation de trouver une solution partagée pour l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Elle ne peut passer, et vous le savez, le Premier ministre l'a dit souvent, que par le dialogue et par le respect.
En décembre dernier, lors du dernier comité des signataires, nous étions donc tous ensemble et nous sommes donné rendez-vous à l'issue de cette série d'élections, élections provinciales, congrès et gouvernement. Nous tiendrons effectivement ce rendez-vous dès les élections du 13 juin prochain. Vous m'avez questionné sur le deuxième référendum. Eh bien, cet accord, effectivement, prévoit qu'un tiers des membres du Congrès peut solliciter l'organisation d'un deuxième référendum. Je voudrais donc vous dire, monsieur le sénateur, qu'il faut que cette démarche soit faite. Et bien entendu, comme le veut l'accord, nous organiserons ce référendum. Et je veux vous redire ici que le Premier ministre va donner une date de rendez-vous très vite parce que nous devons reprendre le chemin du dialogue. Vous savez que c'est l'essentiel pour la Nouvelle-Calédonie. Merci Madame la Ministre. La parole est maintenant Madame la Présidente Valérie Létard pour le groupe de l'Union centriste. Vous avez la parole Madame la Présidente. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances, mais comme je vois qu'il a dû nous quitter, c'est Madame Pannier-Runacher qui va donc répondre. Madame la ministre, au moment où le Sénat se penche sur l'avenir de la filière sidérurgique à travers une mission d'information qui rendra ses conclusions mi-juillet, je souhaite vous interpeller sur la situation de l'aciérie Ascoval de Saint-Saulve, dont le savoir-faire est reconnu par tous. Comme vous le savez, les salariés d'Ascoval ont rencontré en début de semaine le repreneur, M. Marc Meyoas, président de Grébul. Je tiens à mon tour à saluer le courage et l'exemplarité du comportement des salariés qui sont aujourd'hui fatigués et lassés de toutes ces incertitudes. Le repreneur Grébul Capital est également le propriétaire de British Steel, groupe industriel britannique placé en redressement judiciaire. M. Meyoas a pu présenter son projet industriel aux salariés, projet qui s'appuie en particulier sur l'organisation d'une filière sidérurgique ferroviaire intégrée entre l'aciérie nordiste et l'usine d'Hayange qui réalise des rails notamment pour la SNCF. Or, cette dernière unité dépend du groupe British Steel et son avenir est donc incertain. Comme l'ensemble des acteurs dans le dossier Ascoval, je reste convaincue que cette stratégie de filière aurait toute sa pertinence, encore faut-il en faciliter l'émergence. C'est le sujet. Nous faisons malheureusement depuis bien trop longtemps le constat que l'État français n'a pas suffisamment agi sur la stratégie industrielle et l'anticipation, mais a trop souvent été dans un rôle d'État pompier. Tout en saluant le travail considérable mené par le ministère, je souhaite vous interroger sur la stratégie que vous avez choisi d'adopter pour que le gouvernement français accompagne cette filière. Avez-vous des échanges avec vos homologues britanniques pour anticiper la reprise de cette unité de British Steel par un repreneur qui pourrait être, et c'est le meilleur scénario industriel, Ascoval et son repreneur? Quels sont les moyens que l'État mobilise pour assurer un avenir à cette filière? Pour Ascoval, il faut rapidement obtenir des commandes supplémentaires en attendant l'adaptation de l'aciérie au marché ferroviaire. Des groupes comme Vallourec et Calvi pourraient le faire. Que compte faire l'État en cette direction? Pour vous répondre, la parole est à Madame la secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances, Madame Pannier-Runacher. Vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Létard. Le 2 mai 2019, effectivement, la Chambre commerciale du tribunal d'instance de Strasbourg confiait la reprise de l'aciérie d'Ascoval à Olympus Steel. Et dans la foulée, Olympus Steel, l'État et la région finalisaient la reprise et apportaient la première tranche de financement de 15 millions d'euros. Cette tranche de financement permet de donner de la durée à l'aciérie Ascoval. Le 22 mai dernier, vous le redisiez, British Steel, une société dont l'actionnaire est également Olympus Steel, rentrait en procédure collective. Cette décision, je veux le redire pour tous, vous connaissez bien le dossier, mais je pense que c'est important qu'on le partage, n'a pas d'implication directe juridique sur Ascoval. Mais je mesure totalement l'inquiétude que cette situation a provoquée chez les salariés de Saint-Saulve. Cette inquiétude, elle est légitime, car Saint-Saulve a vocation à avoir des relations partenariales, notamment avec Hayange, qui est un site de British Steel. Je voudrais rappeler à nouveau nettement que tout a été fait dans la structuration du montage pour que l'aciérie Ascoval soit indépendante d'éventuelles difficultés des hauts fourneaux britanniques. Ces difficultés étaient connues parce que dans le cadre du Brexit, et c'est intéressant de le noter en termes de politique industrielle, ces hauts fourneaux vont perdre l'accès au marché européen et vont perdre également les mesures de protection qui avaient été mises en place
pour protéger l'acier de l'Union européenne contre des surexportations de certains pays, notamment la Chine. Je voudrais également dire que Ascoval a besoin justement de confiance et qu'il faut éviter de laisser planer ce doute. Et comme vous le dites très bien, il faut chercher des clients. La bonne nouvelle, c'est que nous avons des commandes récentes qui vont permettre à l'acierie de travailler fin juin, début juillet. Ce n'est pas satisfaisant, mais c'est un signe de confiance qui est marqué. Et pour répondre à votre question, oui, nous accompagnons Ascoval et nous donnons toutes les garanties et nous renouvelons notre soutien à Ascoval dans cette démarche. Il faut conclure. Je veux également dire qu'Hayange est un élément rentable de British Steel et que, compte tenu de la solidité du projet de Réunion, nous sommes confiants sur notre capacité à porter. Nous sommes en contact avec nos homologues britanniques pour discuter de cette option. Je vous remercie. Merci. La parole est à notre collègue Bernard Buis pour le groupe de La République En Marche. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à Gabriel Attal, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse. Monsieur le ministre, hier, un collectif emmené par France Générosité et le mouvement associatif a poussé un cri d'alarme. Un cri d'alerte quant à la situation financière du secteur sur ces 2 dernières années, mais également un cri d'alarme quant aux perspectives futures. Je partage bien entendu le constat général quant à la situation budgétaire de notre pays. Nous avons besoin de réduire les dépenses. Indéniablement, il en va de notre crédibilité vis-à-vis des investisseurs étrangers qui, selon les derniers chiffres, réinvestissent fortement grâce à la politique menée par le gouvernement depuis 2 ans. Bien sûr qu'il existe une forme d'abus chez certains, profitant de la défiscalisation du don aux fondations et associations comme d'une niche fiscale, comme les autres, ayant un intérêt purement financier sous couvert de philanthropie. C'est un détournement de la philosophie même du don. Cela étant, et c'est tout l'enjeu de votre action, Monsieur le Ministre, l'enjeu est de changer les mentalités. Vous avez ouvert sur ce sujet plusieurs pistes en novembre dernier et apporté des réponses concrètes encore ce matin qu'il serait bon de rappeler. Vous le disiez vous-même, les associations représentent un trésor qu'il nous faut préserver. À l'heure où l'on évoque des ajustements quant à la fiscalité du mécénat et du don, il faut agir avec mesure et précision. Vous n'êtes pas sans savoir qu'en modifiant même légèrement la fiscalité, on peut provoquer des changements de comportement chez nos concitoyens qui impactent radicalement nos trésors associatifs. Pouvez-vous, Monsieur le Ministre, à l'heure où certains s'inquiètent de la situation financière de nos associations et de la baisse des dons enregistrés ces 2 dernières années, nous dire ce que vous comptez faire pour répondre à ces inquiétudes légitimes? Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est au secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse. Vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Bernard Buis. La France est une terre de solidarité et de générosité. Et ce mouvement a tendance à s'accentuer. Depuis 10 ans, les dons de particuliers ont augmenté de 70%. Le mécénat des entreprises a doublé en 5 ans. On voit bien qu'il y a un mouvement qui s'appuie sur des bouleversements culturels. Les entreprises ont plus intérêt à donner, à s'engager, parce que les consommateurs l'attendent, parce que les jeunes actifs qui arrivent sur le marché du travail veulent donner du sens à leur métier et attendent des entreprises qu'elles s'engagent. C'est pour ça que la baisse des dons qui a été constatée de l'ordre de 4% en 2018, malgré cette baisse qui a été constatée, il y a lieu d'être optimiste. Effectivement, il y a eu des transformations fiscales, et notamment la transformation de l'ISF en IFI. Et quand il y a des transformations fiscales, des contribuables ont tendance à regarder, peut-être attendre de voir comment les choses se polarisent. Il n'y a pas de raison que le don ne reparte pas à la hausse dans notre pays. Et avec Jean-Michel Blanquer, nous travaillons sur le rebond du don en France avec des mesures très concrètes. Je n'ai pas le temps de toutes les détailler, mais ce matin, je réunissais, vous l'avez rappelé, l'ensemble des grandes fondations, mécènes, philanthropes, associations à la gaieté lyrique pour échanger avec eux sur cette question de la philanthropie et du développement d'une culture du don en France. Il y a plusieurs voies qui ont été évoquées. Avec Jean-Michel Blanquer, nous travaillons notamment sur une véritable éducation à la philanthropie et à l'engagement à l'école. Là, nous avons beaucoup à faire et des exemples étrangers montrent que culturellement, on peut implanter beaucoup de choses dans notre société à travers ça. Et puis, il y a la question des freins qui restent aux dons et que nous voulons lever. Il y a une mission parlementaire sur la question de la réserve héréditaire qui pourrait être assouplie pour les Français qui souhaiteraient donner davantage à des associations. Il y a des pistes sur le numérique à travers les plateformes, le crowdfunding, etc. Vous posez la question du mécénat. Elle a été abordée ce matin. Moi, je veux être très clair sur un point. Le mécénat n'est pas une niche fiscale. Le mécénat
est conforté, doit être conforté. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'interroger sur des abus et des dévoiements, précisément parce que le mécénat n'a pas vocation à devenir une niche fiscale. Et c'est sur cette base-là que nous avançons. Je rappelle que nous avons libéré le mécénat des PME, TPE qui peuvent déduire jusqu'à 10 000 € depuis le début de l'année. Je conclus. Merci, Monsieur le Président. Donc voilà pour répondre à vos questions et nous travaillons en lien avec les acteurs sur l'ensemble de ces sujets. Je vous remercie. Merci, Monsieur Buy. Vous vouliez... La parole est à notre collègue Henri Cabanel pour le groupe du Rassemblement démocratique et social européen. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de la Transition écologique et solidaire. Le 1er juin, les prix de l'électricité ont augmenté de près de 6%. Cette augmentation considérable devrait encore être amplifiée en août prochain. Pour un foyer se chauffant grâce à l'électricité qui dépense annuellement en moyenne 1 500 €, cette hausse représentera un surcoût de près de 90 €. Vous avez annoncé que la formule de fixation du prix de l'électricité serait revue à l'occasion de l'examen du projet de loi sur l'énergie qui doit intervenir dans les semaines qui viennent. Mais derrière la révision d'une formule technique, il y a d'abord une volonté politique. Une volonté politique, c'est donner des instructions pour aller dans un sens ou dans un autre pour protéger certains plutôt que d'autres. Plusieurs associations de consommateurs ont mis en évidence que cette hausse est 2 fois supérieure à l'augmentation des coûts d'EDF qui s'élève à 3%. Le surplus de hausse servant à favoriser la bonne santé des concurrents d'EDF. L'autorité de la concurrence avait d'ailleurs rendu un avis défavorable à la proposition de la Commission de régulation de l'énergie en soulignant les fragilités juridiques. En examinant le projet de loi que j'évoquais, nous discuterons pour savoir de quoi justifier le coût de l'électricité. Nous trancherons sur ce que doit être consacré à la transition énergétique qui suscite beaucoup d'attentes chez nos concitoyens. Nous discuterons aussi du coût du nucléaire, sachant que l'entretien et la sécurité des centrales ne sont pas négociables. Alors que dans quelques jours, nous examinerons une proposition de loi sur la question de la précarité énergétique, je crois pouvoir dire que nous serons attentifs à ce que ne soit pas que les plus modestes qui paient. Or, ceux-ci, particulièrement exposés parce que leurs logements sont mal isolés et parce que les taxes qui pèsent pour 1/3 sur le prix de l'électricité sont également soumises à la TVA et qui est un impôt particulièrement injuste car il frappe sans dissection toutes les classes de la société. Monsieur le ministre, le gouvernement va-t-il donner pour instruction que la formule du prix de l'électricité soit modifiée pour protéger les ménages des hausses intempestives? Merci. Pour vous répondre, la parole est au ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire. Monsieur Drugy, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Cabanel. D'abord, vous le savez, vous l'avez redit d'ailleurs, ce mode de calcul des tarifs régulés de l'électricité est le fruit d'une disposition législative. Ce n'est pas le gouvernement qui décide directement de ce mode de calcul. Ça a été voté en 2010 au Parlement, confirmé en 2015, et c'est un compromis, disons-le, entre l'opérateur historique, EDF, et l'ouverture à la concurrence. Ce mode de calcul, il tient compte, bien sûr, des coûts de production. C'est le principe du tarif régulé que les prix payés par ceux qui souscrivent des contrats d'électricité au tarif régulé ne payent pas plus que les coûts de production. Et cela intègre, bien sûr, les coûts de l'électricité vendus en gros sur le marché qui ont beaucoup augmenté ces 2 dernières années, ce qui explique principalement cette hausse. Il y a un levier, vous le savez également, vous en avez parlé, c'est ce qu'on appelle l'accès au nucléaire historique, l'AREN avec l'acronyme, et donc là qui est un prix garanti. Même si EDF aujourd'hui demande qu'il soit revalorisé à la hausse, il est de 42 € le mégawattheure, eh bien c'est cet accès qui permet de maîtriser et de ne pas avoir totalement, de ne pas suivre totalement les variations du marché. Et il y a dans la loi énergie-climat, en effet, un article de loi qui permettra, mais c'est au débat parlementaire maintenant de définir les orientations, qui permettra de voir si on donne un accès plus large à cette électricité à un coût maîtrisé qui est celui de l'AREN. Par ailleurs, vous le savez, nous avons pris des mesures d'urgence. Nous avons refusé d'augmenter le tarif de l'électricité en hiver, pour la raison que vous avez donnée, les gens qui se chauffent à l'électricité. Nous avons augmenté le chèque énergie, augmenter le nombre de bénéficiaires et aussi augmenter son montant pour que les plus modestes puissent avoir une aide pour payer leurs factures d'énergie. Merci. La parole est maintenant à notre collègue Pascal Salvodelli pour le groupe communiste républicain, citoyen et écologiste.
Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, puisque je pense que c'est vous qui allez me répondre, Monsieur le Ministre d'État à la transition écologique et solidaire. Dans le cadre de sa réforme constitutionnelle, le Président de la République souhaite inscrire dans la Constitution la préservation de l'environnement. Nous avons entendu la préoccupation de votre majorité pour le réchauffement climatique. Mais au-delà des déclarations d'intention, les actes font croire aux paroles. L'une des principales lignes de fret de notre pays, la ligne Perpignan-Rungis, va fermer. La fermeture de cette ligne, c'est bientôt 25 000 camions, avec toute la pollution que cela engendre et la dégradation des voiries. Pourtant, cette ligne, elle marche économiquement. De la plateforme logistique de Perpignan, elle approvisionne 1400 tonnes de fruits et légumes par jour aux mines de Rungis. Pour le maintien de cette ligne, pour ce faire, Fret SNCF est prêt à investir 25 millions d'euros pour renouveler la flotte de wagons. Cet investissement devrait durer sur 20 ans. Or, que pour cet investissement soit rentable, il est nécessaire que la SNCF détienne le monopole sur la ligne. Allez-vous confier le monopole du fret ferroviaire à Fret SNCF? Première question, Monsieur le Ministre. Allez-vous annoncer un plan de réinvestissement qui permette de relancer le fret ferroviaire en France, durement impacté depuis son ouverture à la concurrence en 2006? Pour vous répondre, la parole est à Monsieur le ministre d'État. François de Rugy, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur, je tiens à redire ici ce que la ministre des Transports a déjà dit à plusieurs reprises. Nous avons réuni les principaux acteurs de ce sujet, c'est-à-dire à la fois la SNCF, qui transporte aujourd'hui ces fruits et légumes en provenance du sud de la France depuis la plateforme de Perpignan jusqu'à Rungis, mais aussi les plateformes de Rungis et de Perpignan, et aussi celles et ceux qui sont les clients de ce transport. Parce qu'évidemment, pour que les wagons soient remplis, il faut qu'il y ait des producteurs de fruits et de légumes, des grossistes qui utilisent ces transports ferroviaires. Vous le savez, nous sommes engagés dans une politique de développement du transport ferroviaire. Nous n'avons jamais autant investi sur le rail en France que dans cette période. Eh oui, vous pouvez dire le contraire sur tous les bancs. Il peut y avoir des gens de la droite à la gauche de l'hémicycle, mais les chiffres sont là. C'est 40%. Mais oui, vous pouvez vociférer, ça ne changera rien aux chiffres. C'est 40% d'augmentation d'investissement sur le transport ferroviaire. Madame Létard, Madame la sénatrice Létard le disait tout à l'heure à propos d'Ascoval, les commandes de rails pour régénérer les voies ont été multipliées par 2. Et c'est concret, c'est parce qu'on rénove 2 fois plus de rails aujourd'hui qu'on le faisait auparavant. Quant à ce dossier, Monsieur le sénateur, nous ne voulons plus être dépendants d'un seul opérateur. Donc contrairement à vous, mais ça c'est une différence que nous assumons pleinement, nous considérons que plus il y a d'opérateurs ferroviaires, mieux ce sera pour avoir le meilleur service possible au moindre coût. Et donc en effet, la réforme ferroviaire permettra d'accélérer cela, d'accélérer la modernisation des services ferroviaires pour que les chargeurs de marchandises utilisent davantage le train et moins le camion. Et en l'occurrence, pour ce qui est de Rungis, la SNCF s'est engagée à poursuivre le service jusqu'à la fin de l'année aux mêmes conditions et à faire des propositions concrètes pour poursuivre le service les années suivantes. Monsieur Savoldelli, vous avez la parole. Excusez-moi, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Enfin, franchement, on met l'écologie, on va les mettre dans la Constitution, et là, vous ne nous répondez pas, on va mettre 80 000 camions sur les voiries. Mais enfin, il faut dire la vérité, je le dis à mes collègues ici, il faut le dire à mes collègues. Les agents, ils sont là pour la ligne. Les locomotives, on les a. Et dès demain, on peut louer des wagons neufs réfrigérés pour acheminer les 1400 tonnes de fruits et légumes aux mines de Rungis. Donc la SNCF est prête. Et évidemment, il faut qu'elle soit rentable. Mais enfin, normalement, c'est dans votre langage, dans vos éléments de langage. Confier le monopole de cette ligne d'intérêt national entre Perpignan et Rungis. Et là, oui, on obtiendra satisfaction. Et on tiendra ses engagements, Monsieur le Ministre. Ça ne peut pas être que des paroles, l'écologie. L'écologie, c'est des actes. Faut conclure. Enfin. Et dernière chose, sur les transporteurs, vous opposez les chargeurs, les transporteurs, en gros les entreprises privées avec le fret. Il faut conclure. Mais vous n'avez rien fait pendant 1 an, vous avez démantelé cette ligne. Gay, là. Attention. Vous portez une très lourde responsabilité. Merci. La parole est à notre collègue Gilbert Luc Devinas pour le groupe socialiste et républicain.
Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la Ministre chargée des Sports. Demain va s'ouvrir la Coupe du monde féminine de football. L'engouement populaire est fort et les attentes importantes pour notre équipe nationale. En 2024, ce sont les Jeux olympiques et paralympiques que Paris va accueillir, des événements qui consacrent l'élite du sport tout en suscitant une attente collective énorme. Et pourtant, le mouvement sportif s'inquiète, Madame la Ministre. 3 ans de baisse continue du budget hors JO, la diminution des emplois aidés, une agence nationale aux contours flous, 1600 conseillers techniques et sportifs à l'avenir plus qu'incertain, provoquant une crise dont le dénouement est impératif pour regagner la confiance du monde sportif, sans oublier la baisse significative du CNDS. Dans nos territoires, l'inquiétude est palpable. Sous couvert de donner une plus grande autonomie aux fédérations et aux collectivités, cette orientation ne cache-t-elle pas une forme de désengagement de l'État? Comment pourra-t-on former la future génération des sportives et sportifs sans l'aide publique de l'État? Devra-t-on passer par des structures payantes, privées, à but lucratif, qui feront la part belle aux disciplines en vogue en oubliant les activités moins médiatisées? Votre projet semble casser notre modèle national. N'est-il pas en train de briser toute la dynamique sportive, de nous faire courir le risque d'un déclassement dans les prochaines années? Êtes-vous certaine de favoriser l'excellence et la renommée du sport à la française? Nous aurions pu lever ces interrogations si un vrai débat parlementaire avait eu lieu. Madame la Ministre, 4 petites questions. Où en est le programme Sport et Société? Où en est la mise en œuvre de l'Institut du sport pour tous? Comment l'Agence nationale du sport va-t-elle se décliner dans nos territoires? Et pourquoi maintenir votre position sur le détachement d'office des conseillers techniques et sportifs? Merci. La parole est à Madame la ministre des Sports, Madame Roxana Maracineanu. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Devinaz, l'organisation du sport français n'a que très peu évolué depuis les années 60. Dans les années 60, les fédérations étaient balbutiantes, les collectivités locales n'existaient pas et le monde économique ne s'intéressait pas au sport. Depuis, le monde a changé, les attentes des Français aussi. Aujourd'hui, une majorité de Français fait du sport en dehors d'un club et un Français sur 2, surtout, ne pratique aucune activité physique. Il était devenu impératif de re-questionner notre modèle. C'est parce que les acteurs du monde du sport se sont démultipliés que l'Agence nationale du sport a été créée. Avec ce nouvel opérateur, l'État garde la main, mais l'attend. Parce que le sport, c'est le haut niveau, mais c'est le moyen d'être aussi en bonne santé, de s'épanouir, d'éduquer ou de réparer. Cette agence marchera bien sur ses 2 jambes, la haute performance, mais aussi le développement du sport pour tous. Cette agence aura la mission de piloter le déploiement des politiques sportives en concertation avec tous les acteurs et au plus près des territoires. L'État doit être plus agile et capable de s'adapter aux besoins de chaque Français. La création de l'agence traduit aussi une nouvelle ambition, un État stratège et partenaire. Elle augmente la capacité d'action du ministère des Sports. Il va assurer pleinement ses missions de sécurité des pratiquants, de respect des règles et d'éthique, de l'intégrité, de la formation, de l'élaboration de politiques interministérielles. Le ministère des Sports conserve son rôle central dans l'élaboration, le pilotage et la mise en œuvre des politiques publiques. Alors j'entends dire, comme vous l'avez dit, depuis mon arrivée, que le ministère des Sports serait affaibli. Permettez-moi, Mesdames et Messieurs les sénateurs, de le répéter devant vous. Je suis fière de l'action d'un gouvernement qui fait le choix fort de développer des politiques sportives ambitieuses et qui le traduit par un ministère des Sports de plein exercice, chose qui n'est pas arrivée depuis un certain temps. Un gouvernement qui permettra de vous présenter une exécution budgétaire 2018 à son plus haut niveau depuis 10 ans, de l'action d'un gouvernement engagé derrière Paris 2024 pour en faire un grand événement populaire, des politiques sportives et un ministère des Sports plus fort qu'hier. Vous savez, je travaille au chronomètre aussi, moi aussi. Hein. Encore plus fort demain. Merci. La parole est à Monsieur Jacques Genest pour le groupe Les Républicains. Monsieur le Président, Madame la Ministre,
Madame la ministre, j'aurais pu poser cette question à votre collègue ministre des Transports, mais j'ai considéré que c'était un réel problème d'aménagement du territoire. C'est pour cela que je vous la pose. Lors de la restitution du grand débat, Monsieur le Président de la République a déclaré « Les Français ont confiance dans leurs élus locaux et ce nouvel acte de décentralisation doit porter sur des politiques de la vie quotidienne, dont le transport, pour garantir des décisions prises au plus près du terrain. » Il avait bien compris que le détonateur de la crise des Gilets jaunes avait été le prix du carburant. À l'occasion de la loi des mobilités, un tir en règle s'est déclenché contre les petites lignes aériennes intérieures à travers des amendements demandant une nouvelle contribution au décollage, la suppression de la quasi-totalité des lignes. Vous n'ignorez pas que ces petites lignes ont un rôle essentiel de désenclavement pour les territoires éloignés. Je pourrais citer ici Aurillac, Le Puy, Biarritz, Clermont-Ferrand et d'autres. J'affirme que contrairement aux dires des auteurs de ces amendements, ces lignes ne sont pas empruntées par des privilégiés, mais en majorité par des acteurs essentiels de l'économie locale. Madame la ministre, quelle est la position du gouvernement sur ces attaques contre des territoires enclavés et que proposez-vous? Est-ce que le gouvernement est prêt à s'engager à renoncer à toute taxation supplémentaire ou interdiction qui pénaliserait une fois de plus l'aménagement du territoire? Pour vous répondre, la parole est au ministre de la Cohésion des Territoires. Non, est au ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire, Monsieur de Rugy. Merci. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Genest. Je vois la joie qui vous emplit de me voir que c'est moi qui réponds. En effet, c'est moi qui suis le ministre de tutelle des Transports et Elisabeth Borne est retenue actuellement par le débat sur la loi d'orientation des mobilités à l'Assemblée nationale. Je croyais que votre question allait porter sur les petites lignes ferroviaires, mais elle porte en réalité sur les petites lignes, entre guillemets, aériennes, en tout cas sur les lignes, en effet, de désenclavement de villes comme Aurillac, vous en avez parlé, on pourrait parler de Castres, de différentes villes qui sont assez éloignées de Paris, pour lesquelles il est difficile de se rendre en train avec des temps de parcours qui soient acceptables, ou d'ailleurs aussi en voiture, et donc des lignes pour lesquelles l'avion apporte un surcroît de service. Alors tout d'abord, je tiens à dire que ce qui a été voté à l'Assemblée nationale, ce n'est pas de surenchérir le coût des billets d'avion, c'est de prélever un surplus non utilisé de la taxe dite taxe Chirac, puisqu'elle avait été créée sous la présidence de Jacques Chirac, pour financer, vous le savez, à travers les billets d'avion, des mesures de solidarité internationale. Cela représentera en l'occurrence 30 à 40 millions d'euros qui iront financer l'Agence française des infrastructures de transport. Vous le savez aussi, nous avons refusé, même si c'est une demande qui a été beaucoup exprimée, notamment par les Gilets jaunes, et comme je sais que dans une précédente question, vous n'aviez pas hésité à exprimer votre soutien à ce mouvement, je vous le rappelle, c'est la taxation du kérosène des avions sans distinction. Nous avons pris une position, c'est de ne pas taxer le kérosène des avions sur les vols intérieurs, sur les vols franco-français, car nous savons qu'il y aurait des effets de concurrence déloyale avec nos voisins et d'avoir une bataille au niveau européen. Et par ailleurs, je vous confirme que nous continuons à subventionner, car il y a une subvention pour ces lignes et que nous cherchons là aussi les meilleurs opérateurs, car parfois certaines compagnies veulent se désengager et donc nous en trouverons d'autres pour garantir cette desserte de tout le territoire. Monsieur Genest. Merci Monsieur le Ministre. Mes inquiétudes sont un peu levées, mais pas tout à fait. Pas d'autoroute, pas de TGV, ni parfois de train. Et que si vous avez la chance d'être à 2 ou 3 heures d'une gare TGV, celui-ci est régulièrement en retard ou est complet. Explosion du prix de l'électricité et vous nous dites de prendre des voitures électriques. Et maintenant, menace sur les lignes aériennes. Quel tableau pour la mobilité dans ces territoires enclavés? Je vous propose que le surplus de 30 millions d'euros de la taxe ne soit pas transféré à la FEI, oui voilà, on s'est compris, encore une agence qui, comme les autres, coûte très cher en fonctionnement. Je vous propose plusieurs choix. Tout d'abord, soit d'affecter ces 30 millions à une baisse de taxes sur les petites lignes, soit de les affecter à des travaux prioritaires dans ces secteurs sur les routes, ou peut-être avec un peu d'humour acheter des trottinettes, mais pas électriques, parce que l'électricité coûte trop cher. Vous n'avez pas retenu la leçon. Arrêtez l'écologie punitive. Rappelez-vous ce qu'a dit M. Hulot quand il est parti. Merci. La parole est à notre collègue Yves Détraigne,
Pour le groupe de l'Union centriste, vous avez la parole, mon cher collègue. Quel succès. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la ministre de la Santé. Je vois la secrétaire d'État, je vous l'adresse. Je souhaite appeler votre attention sur le déremboursement qui semble être envisagé des médicaments homéopathiques. L'avis de la Commission de la transparence de la Haute Autorité de Santé n'est pas rendu, mais il est à craindre que cette décision soit déjà, selon les bruits qui courent, officieusement prise. Pourtant, toutes les études d'opinion convergent pour constater que plus de 70% des Français sont attachés à la liberté de choisir entre allopathie et homéopathie. 3/4 des Français interrogés pensent que l'homéopathie a prouvé son efficacité et sont favorables au maintien de son remboursement. Une étude lancée à la demande du ministère de la Santé en 2006 avait d'ailleurs démontré l'intérêt de santé publique de l'homéopathie. À niveau de gravité égal, ce comité d'experts indépendants indiquait que le résultat de la pratique des médecins homéopathes était comparable à celui de leurs collègues qui ne prescrivent pas d'homéopathie, mais avec en plus un gain réel dans l'économie de prescription de médicaments conventionnels. Ainsi, un patient traité par homéopathie consomme 3 fois moins d'antibiotiques et d'anti-inflammatoires. Par ailleurs, l'homéopathie est d'un recours indéniable auprès des enfants et des femmes enceintes. Elle est aujourd'hui utilisée quotidiennement comme soin de support au traitement anticancéreux. Ne plus la rembourser engendrerait une surconsommation de médicaments allopathiques et une augmentation de la charge financière supportée par notre système de santé. Enfin, économiquement parlant, le déremboursement entraînerait à moyen terme la fin de cette filière en France, alors même que nous possédons le leader mondial sur notre territoire et que les 3 laboratoires pharmaceutiques opérant dans ce secteur ont tous fait le choix de l'Hexagone pour la production de leurs médicaments et emploient aujourd'hui plus de 3200 personnes réparties sur l'ensemble du territoire national. Une telle décision aurait donc également des conséquences sociales particulièrement fâcheuses. Votre question. Madame la ministre, j'y viens, Monsieur le Président, pouvez-vous donc nous dire si vous allez ou pas, je l'espère, dérembourser ces remèdes médicaux naturels et peu onéreux qui permettent de réduire la consommation allopathique? Pour vous répondre, la parole est à Madame la secrétaire d'État auprès des ministres Solidarité de la Santé. Vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur, la Commission de la transparence, commission spéciale de la Haute Autorité de Santé, est une instance collégiale, scientifique et indépendante qui regroupe cliniciens et membres d'associations de patients et d'usagers. La Haute Autorité de Santé a rendu le 15 mai dernier un avis commun à l'ensemble des médicaments avec des conclusions détaillées par maladie ou par symptômes selon les disponibilités et selon les données disponibles. La Commission de la transparence a donc fondé son évaluation sur les preuves disponibles, la littérature, près de 800 études, sur les données déposées par les 3 laboratoires dont vous en avez cité un et les contributions également des parties prenantes. Depuis les années 60, l'homéopathie bénéficie d'un statut et d'un régime dérogatoire. Il était important de mettre fin à ce débat en mobilisant une expertise scientifique et indépendante qui se baserait sur une analyse de la totalité de la littérature. C'est pour cette raison que la ministre a saisi la Haute Autorité de Santé en août 2018. Nous avons un principe fort en France pour le remboursement des médicaments, c'est prendre en charge les thérapies avec un effet scientifiquement prouvé. Les patients doivent pouvoir bénéficier d'une information claire et appropriée sur ces médicaments afin qu'ils choisissent ou non d'y avoir recours en cas de maintien du remboursement ou en cas de déremboursement. Sur la grande majorité de ces médicaments sont vendus sans ordonnance et ne sont actuellement pas remboursés, puisque, en effet, vous avez une prise en charge pour une partie d'entre eux qui est faite à 30% par la Sécurité sociale. Il ne s'agit donc pas de faire une réforme pour des économies. Enfin, sur la question de l'emploi, le gouvernement est sensible bien évidemment à ce sujet. Nous comprenons celles et ceux qui s'inquiètent au sein des territoires des risques que ce déremboursement pourrait avoir sur l'emploi et l'économie locale. Les laboratoires pharmaceutiques sauront s'adapter à cette situation. Nous ne sommes pas en train d'interdire l'homéopathie. Par ailleurs, les industriels qui produisent, qui vendent en France pourront continuer à le faire, mais aussi le faire à l'international. Je vous remercie. La parole est maintenant à notre collègue Madame Maryse Carrère pour le groupe du Rassemblement démocratique et social européen. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Environnement. Monsieur le ministre, l'espace montagnard s'apprête à vivre sa période de transhumance. Aussi, je souhaitais vous alerter sur son activité pastorale.
Vous ne pouvez pas ignorer cette pratique ancestrale, ces femmes et ces hommes qui, chaque jour, font vivre une économie locale prônant l'excellence, entretiennent nos paysages et garantissent le maintien des populations montagnardes et valorisent l'économie touristique. Ces éleveurs, Monsieur le ministre, ils sont à bout de force. Ils ne supportent plus de vivre avec une perpétuelle menace de prédation à mesure que l'ours ou le loup se rapprochent des villages, que ce soit dans les Pyrénées ou dans les autres territoires de montagne. Ils n'en peuvent plus qu'on réponde aux attaques de leurs bêtes par une indemnisation sonnant comme un aveu d'échec. Ils n'ont que faire des mesures de protection qui sont inefficaces face aux prédateurs dont le comportement est inquiétant. L'une des meilleures garanties contre la prédation est la présence humaine. Allons-nous condamner nos éleveurs à travailler dans ces conditions archaïques, à 2000 mètres d'altitude, nuit et jour, pour protéger eux-mêmes leurs troupeaux? Face à la crise des vocations qui se profile, l'heure n'est plus aux mesures de prévention, il faut agir. Un seul ours a récemment perpétré 3 attaques en moins de 5 jours et à quelques centaines de mètres des habitations. Il a été déclaré par les autorités comme anormalement prédateur. Aussi, Monsieur le ministre, à quand une étude mesurant l'impact économique, sanitaire et social de ces réintroductions? Jusqu'où êtes-vous prêt à aller dans la mise en place des protocoles ours à problème? Et plus globalement, quand allez-vous entendre ces éleveurs et tenter de comprendre leur détresse? Je vous remercie. Merci. Monsieur le ministre d'État, Monsieur Rugy, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Carrère, je connais en effet ce problème qui est un problème de cohabitation entre les activités humaines et la nature dans sa biodiversité, car on ne peut pas parler de la biodiversité de façon théorique, et vous avez bien fait d'en parler de façon concrète, ces problèmes de cohabitation. Mais nous sommes clairs, l'ours est une espèce protégée, nous avons même procédé à une réintroduction de 2 femelles ours slovènes à l'automne dernier dans les Pyrénées-Atlantiques, parce que nous voulons préserver l'ours des Pyrénées. Il n'y a qu'une dizaine d'ours dans l'ensemble du massif pyrénéen, ce qui rend de toute façon sa préservation fragile. Mais je vous le dis clairement, comme je l'ai dit aux éleveurs que j'ai rencontrés ou aux élus locaux que j'ai rencontrés, nous n'aurons pas une politique d'éradication de l'ours dans les Pyrénées. Nous sommes au rendez-vous pour aider les éleveurs, les accompagner depuis de nombreuses années dans leur cohabitation avec l'ours ou le loup d'ailleurs. Cet après-midi même, à Toulouse, se tenait d'ailleurs une réunion avec des associations de protection de la nature et des organisations agricoles. Malheureusement d'ailleurs, des 2 côtés, certaines boycottent ces rencontres, ce qui rend évidemment difficile le dialogue et la coopération sur ces sujets. Mais nous avons, avec le ministre de l'Agriculture, proposé un certain nombre de mesures concrètes. Une meilleure information des éleveurs sur la localisation de l'ours, et nous espérons évidemment que chacun jouera le jeu en la matière. Un accompagnement financier renforcé pour la mise en place de mesures de protection des troupeaux. Vous le savez, les parcs, l'accompagnement sur les parcs, les chiens, les bergers, ce sont des mesures qui sont subventionnées jusqu'à 100% et beaucoup d'autres mesures d'accompagnement sont subventionnées à 70%. La mise en place d'un dispositif d'effarouchement graduel et une revalorisation de l'indemnisation. Madame Carrère. Merci Monsieur le ministre. Si les éleveurs boycottent aujourd'hui la réunion de Toulouse, c'est qu'il y a bien une raison. Ils ne croient plus en ces mesures de prévention et ils sont aujourd'hui en train de transhumer la boule au ventre et ils ne voient pas dans leur filière un avenir et il est temps d'apporter des vraies réponses pour apaiser leur colère. Je pense qu'il faut que vous fassiez un pas vers eux maintenant. Merci. Merci. La parole est à notre collègue Sabine Van Heghe pour le groupe socialiste et républicain. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à Madame la ministre du Travail. Les 436 missions locales constituent le service public territorial de l'insertion et de l'accompagnement des jeunes. Elles accompagnent 1,3 million de jeunes, dont 584 000 accèdent à l'emploi, 40 000 à un contrat en alternance, 186 000 à une formation professionnelle et 223 000 à une immersion professionnelle. L'action des réseaux des missions locales se trouve déstabilisée depuis plusieurs mois, car il y a clairement menace sur l'accompagnement de centaines de milliers de jeunes. Les responsables des missions locales de mon territoire du Pas-de-Calais m'ont fait part de leurs inquiétudes, relayées par les élus locaux.
Inquiétude quant à une menace politique de fusion ou de contrôle des missions locales par Pôle emploi ou une substitution des missions par des opérateurs du privé. Inquiétude face à la baisse des crédits de la convention pluriannuelle d'objectifs. Inquiétude quant au retard dans le versement des subventions 2019 et inquiétude encore suite aux modifications rétroactives des règles de paiement de l'accompagnement de la garantie jeunes. Nos questionnements face au devenir des missions locales se nourrissent malheureusement de vos orientations politiques néfastes. L'affaiblissement de la politique de l'emploi avec la réduction drastique des emplois aidés touchant les plus fragiles, mais aussi la baisse des crédits et des effectifs à Pôle emploi sous le prétexte d'une amélioration des chiffres de l'emploi, amélioration malheureusement très peu visible et très peu ressentie par les plus exclus de nos concitoyens. Ce lundi 3 juin, les 72 missions locales franciliennes ont organisé une journée morte pour dénoncer la baisse de leur financement en 2019, menaçant 70 emplois et surtout réduisant les capacités d'accompagnement de 10 000 jeunes. Ma question est simple et directe. Quand allez-vous cesser de détruire méthodiquement tous les outils de la politique de l'emploi permettant aux plus fragiles de sortir de la spirale du chômage? Merci. La parole est au ministre auprès du Premier ministre chargé des relations avec le Parlement, M. Fesneau. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Van Egg. Je voudrais d'abord excuser Muriel Pénicaud qui est retenue par le G7 social qui se tient pendant 2 jours à son ministère. Je voudrais vous remercier de votre question et partager ce que vous dites sur le rôle important des missions locales. Elles constituent un maillon essentiel du service public de l'emploi pour repérer, accueillir, orienter, accompagner les jeunes en difficulté. À ce titre, le ministre du Travail a souhaité que l'effort financier de l'État en faveur des missions locales soit préservé en 2019, malgré la contrainte budgétaire que nous connaissons. La répartition de ces crédits dépend des services du ministère du Travail en région, selon des critères qui prennent en compte les résultats, mais également le contexte dans lequel s'inscrit l'action des missions locales. La ministre du Travail a également souhaité que soit mis en œuvre, à partir de 2019, je l'avais rappelé d'ailleurs ici au Sénat le 6 mai dernier, si j'ai bonne mémoire, une globalisation des crédits de la subvention socle aux missions locales et des crédits d'accompagnement de la garantie jeunes. Source de simplification. Dans son principe, cette réforme a pu occasionner des difficultés réelles et que nous nions pas, comme celles que vous évoquez. Aussi, Muriel Pénicaud a décidé de procéder à un versement exceptionnel de 60 millions d'euros aux missions locales en octobre prochain. Ce versement permettra de solder le précédent système et permet d'ores et déjà de résoudre les difficultés observées. Madame la sénatrice, nous partageons le même objectif, l'emploi des jeunes. Pour mener cette bataille, il faut que les missions locales continuent et amplifient leurs actions auprès des jeunes, qu'elles soient bien connectées avec les problématiques d'apprentissage, d'accès à la formation et d'emploi pour permettre à ces jeunes d'accéder à un avenir sans pour autant procéder aux fusions. J'avais d'ailleurs répondu que vous avez semblé craindre dans le processus que vous avez présenté. Merci. Merci. La parole est à notre collègue Patrick Chaize pour le groupe Les Républicains. Vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adressait au Premier ministre. L'aménagement numérique du territoire fait partie des engagements du Président de la République. S'il faut bien reconnaître au gouvernement une volonté de mettre en œuvre des solutions efficaces sur le mobile, notamment avec le New Deal, sur le fixe, les interventions semblent pour le moins incohérentes et l'efficacité très incertaine, relevant plus d'un pari hasardeux que de choix mûrement réfléchis. L'accélération promise se traduit en effet par le biais d'une habile communication à reléguer le 100% FTTH pour tous à un horizon de date qui recule au fur et à mesure que l'on s'en approche. J'en veux notamment pour preuve l'apparition de cette date de 2022 dans les nouvelles versions des conventions des zones AMI, alors que jusqu'à présent, les opérateurs privés devaient inscrire leurs intentions dans un calendrier arrêté au 31 décembre 2020. Certes, des engagements valent mieux que des intentions, mais c'est ce que verront les habitants qui nous intéressent au premier chef. Quant aux résultats de l'accélération côté AMEL, ils brillent par leur absence. Vous avez présenté à Cahors, Monsieur le Premier ministre, le 14 décembre 2017, ce nouveau dispositif temporaire comme devant se terminer fin mai 2018. Or, retard après retard, il aura fallu 18 mois au gouvernement pour accepter les 3 premiers dossiers. Plutôt que d'accélération, il convient de parler de précipitation. Or, dans le même temps, les réseaux d'initiatives publiques ont fortement accéléré leur déploiement, renégocié favorablement leurs contrats de DSP existants ou en ont attribué de nouveaux, toujours plus favorables et économes en argent public. Il convient de clore les aventures hasardeuses de l'État et rouvrir le guichet de financement du plan France très haut débit pour relancer la seule mécanique qui fonctionne à présent et qui offre toutes les garanties à l'État et aux collectivités pour atteindre le 100% FTTH, les réseaux d'initiatives publiques.
Vous l'avez vous-même reconnu récemment par écrit en indiquant que la fermeture du guichet était nécessaire pour que les AMEL aient une petite chance de succès. La chance est passée. Le bilan est décevant, certes, mais l'important maintenant est de tourner la page et de la tourner très vite. Monsieur le Premier ministre, réouvrez immédiatement le plan France Très Haut Débit. Il est urgent de remettre de la cohérence, de la pérennité et de la visibilité dans l'aménagement numérique pour le dynamisme et l'attractivité de notre territoire et de cesser de jouer aux apprentis sorciers. Il en va de la crédibilité du bilan de votre gouvernement en la matière. Pour vous répondre, la parole est à la ministre de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, Madame Jacqueline Gourault. Merci Monsieur le Président, Messieurs les sénateurs et Mesdames. Monsieur le sénateur Patrick Chaize, gouvernement, parlementaires, élus locaux, opérateurs privés et citoyens partagent tous la même ambition et le même objectif, celui d'assurer une couverture numérique satisfaisante du territoire qui offre à tous les Français un accès au très haut débit et à une qualité mobile de services mobiles de qualité. Depuis 2 ans, le gouvernement s'est donné les moyens de mettre en œuvre, en pleine collaboration avec l'ensemble des acteurs, dont les élus locaux, les objectifs ambitieux définis au niveau national. Nous constatons que nos efforts sont payants et l'accélération des déploiements en zone urbaine comme en zone rurale est une réalité. Chaque jour ouvré, 13 000 lignes en fibre optique sont construites. Cela représente 3,2 millions de lignes FTTH en 2018 et les chiffres du premier trimestre 2019, qui seront annoncés demain, vous le savez bien, marquent une très forte accélération. Les collectivités territoriales ont contribué largement et fortement à cette performance en construisant près de 750 000 lignes de fibre optique en 2018, ce qui constitue un record pour les réseaux d'initiative publique. Pour l'État, ce programme représente un effort financier de 3,3 milliards d'euros et pour l'un qui est cher à votre cœur, c'est un engagement de 91 millions d'euros. Sur la réouverture du guichet, monsieur le sénateur, que vous appelez de vos vœux, nous avons toujours dit qu'il fallait, avant toute décision, vérifier dans quelle mesure les acteurs privés dont vous venez de parler étaient prêts à financer à leurs frais le reste des prises non financées. On parle de 3 à 4 millions de prises sur un total de 34 millions. Vous le savez, j'ai fixé une date limite au 15 juin pour qu'ils fassent part de toutes leurs intentions d'investissement. Date finale, comme vous l'avez rappelé vous-même. À partir de cela, nous ferons un diagnostic précis, territoire par territoire, de ce que représente le reste à faire et de ce que cela représenterait comme effort supplémentaire pour l'État et comme engagement financier. Ce travail est fait en pleine collaboration avec les territoires et les associations, dont celle que vous présidez, l'AVICA. Et je vous remercie de l'action que vous menez à nos côtés pour un meilleur aménagement numérique de notre territoire. Merci. La parole est maintenant à notre collègue Jérôme Bascher pour le groupe Les Républicains. Merci. Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adressait à Monsieur le ministre de l'Économie. La Commission européenne vient de sauver la France d'une procédure de déficit excessif alors qu'elle en menace l'Italie. Pourtant, comme l'Italie de Salvini, la France ne respecte pas ses engagements européens en ne réduisant pas son déficit structurel. Comme l'Italie de Salvini, la France choisit de baisser les impôts en aggravant les déficits. Comme l'Italie de Salvini, la France a un haut niveau de chômage réel et structurel, les mêmes causes produisant les mêmes effets. Comme l'Italie de Salvini, vous choisissez la dette au risque de faire porter, et je cite le FMI, une menace inquiétante sur notre pays. Alors, Madame la Ministre, pensez-vous avoir raison seule contre toutes les institutions dont nous sommes membres? Pensez-vous que la bonne politique économique soit celle de M. Salvini? Pour vous répondre, la parole est à la secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances. Madame Pannier-Runacher, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Bachet. Je crois que le FMI a apporté un large soutien à la stratégie de réforme mise en œuvre par la France, puisque vous citez cette institution. Il estimait en 2018 que la France était de ce point de vue en pole position dans la zone euro. La mission qu'a conduite le FMI du 20 mai au 3 juin
mentionne les points suivants. Le FMI note que la refonte du Code du travail et de la fiscalité du capital sont des réformes importantes et qu'elles contribuent à la résilience de l'économie. Il précise que les mesures en faveur du pouvoir d'achat ont un coût budgétaire et qu'il va donc falloir réduire les dépenses publiques pour appuyer les choix sociaux faits cette année. Et je vous le rappelle, nous assumons parfaitement ces choix sociaux et nous sommes parfaitement en phase avec le fait qu'il faut faire des économies de dépenses publiques. Et d'ailleurs, je crois que nous avançons dans ce sens et vous le savez parfaitement, car aujourd'hui, notre déficit budgétaire à fin 2018, il est de 2,5%, en amélioration d'ailleurs par rapport à la prévision. Et s'il sera cette année supérieur à 3%, c'est que nous devons absorber des décisions liées au CICE qui ont été prises par la mandature précédente. C'est factuel et c'est un coût non structurel. Je tenais à le préciser. S'agissant de la dette, je veux également vous renvoyer face à vos responsabilités puisque l'augmentation de la dette, comme vous le savez, est notamment due à la réintégration de la dette de la SNCF et je ne crois pas qu'elle date de l'année dernière. Alors oui, il faut dire que les situations économiques de la France progressent, que le chômage a baissé de manière significative puisqu'il est à son plus bas depuis 10 ans, que plus intéressant encore, le taux d'emploi est à son plus haut depuis 40 ans. Moi, je crois que cette politique économique réussit et je suis fière de faire partie de ce gouvernement. Monsieur Bacher. Oui, Madame la Ministre, c'est pas très gentil vis-à-vis de vos collègues. Je suis obligé de vous le dire parce que pour la dette de la SNCF qui a été réintégrée dans la dette publique. C'est vrai que c'était une décision de Mme Parly au XXe siècle lorsqu'elle était aux affaires dans un autre gouvernement et que vous êtes obligé d'en assumer ses conséquences. Vous avez grillé toutes vos cartouches budgétaires. Vous avez refusé la réalité d'une dépense publique trop forte en renonçant par exemple aux 120 000 suppressions d'emplois, pourtant déjà très modestes. Je vous le dis, on ne peut pas être de gauche sur la dépense et en même temps de droite sur la recette. Sinon, c'est la dette pour nos enfants, la faillite en chantant pour notre pays. Alors, le nouveau monde sera-t-il en vérité celui que vous menacez de préparer après une nouvelle crise économique? Voulez-vous, par ce genre de politique, que nous nous réveillons italiens? Merci. Monsieur le ministre d'État, Mesdames et Messieurs les ministres, merci. Mes chers collègues, prochaine question d'actualité le mardi 11 juin. Je vais suspendre la séance. Elle sera reprise à 16h20 pour la suite d'une discussion du projet de loi relatif à l'organisation et à la transformation du système de santé. La séance est suspendue. C'était les questions d'actualité du Sénat au gouvernement. Et en ce 6 juin 2019, 75 ans après le débarquement de Normandie de 1944, le président du Sénat, Gérard Larcher, a voulu rendre hommage aux 136 000 hommes, je cite, venus de ciel et mer pour sauver la démocratie. Il a notamment cité le lieutenant Hubert, qui est l'un des premiers morts sur les plages de Normandie et qui a donné son nom au commando Hubert, dont 2 soldats français sont morts récemment en Afrique pour sauver des otages aux mains des djihadistes. Moment d'émotion, mais aussi moment de tension durant cette séance de questions d'actualité, avec notamment une question sur la fermeture de la ligne de fret ferroviaire entre Perpignan et Rungis. Cette ligne de train transporte chaque année plus de 400 000 tonnes de fruits et légumes, et si elle ferme, elle pourrait être remplacée par des milliers et des milliers de camions sur les routes. Alors pour le sénateur communiste Pascal Savoldelli, la SNCF est prête à reprendre cette ligne, mais à une condition, qu'elle ait le monopole de cette ligne de train. Et le ministre de la Transition écologique, François de Rugy, s'est opposé catégoriquement à ce que la SNCF ait le monopole de cette ligne de train, car il ne veut pas revenir sur la réforme ferroviaire de l'ouverture à la concurrence de ce secteur. Et puis François de Rugy a affirmé devant les sénateurs que son gouvernement était celui qui avait le plus investi dans le secteur du train, et il s'est attiré les huées des sénateurs. Et puis il y a eu beaucoup de questions sur des sujets industriels durant cette séance de questions d'actualité, notamment sur la fusion entre les 2 poids lourds de l'automobile, entre Renault et Fiat Chrysler, alors que ce matin, Fiat Chrysler a annoncé qu'il retirait son offre de fusion face aux hésitations du gouvernement français. Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, a expliqué cette prise de temps, ces hésitations, car c'est l'allié japonais Nissan, allié de Renault, qui ne souhaite pas pour le moment cette fusion avec Fiat. Et Bruno Le Maire
a expliqué que la France souhaitait absolument préserver et consolider cette alliance entre Renault et les Japonais de Nissan. Et d'ailleurs, Bruno Le Maire a quitté avec précipitation l'hémicycle du Sénat puisqu'il a un avion à prendre pour Tokyo, notamment dans le cadre de cette alliance Renault-Nissan. Merci beaucoup Alexandre Poussard pour toutes ces précisions. L'actualité au Sénat aujourd'hui, c'est cette réunion au sein du groupe LR, une réunion convoquée en urgence pour réaffirmer l'unité du groupe après la défaite aux élections européennes et la démission surprise de Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France. Alors pour en parler, on retourne salle des conférences pour une réaction avec vous, Tam Tranu, avec le sénateur LR Mathieu Darnaud. Oui, Mathieu Darnaud, eh bien tout simplement pourquoi cette réunion précipitée aujourd'hui, elle a été décidée hier à 23 h après la démission de Valérie Pécresse. Ouais, je crois que l'effervescence post-élection européenne nous invitait à nous réunir et puis à réaffirmer notre volonté de travailler ensemble dans la sérénité et surtout de se consacrer à l'essentiel. L'essentiel, c'est comment aujourd'hui on fait entendre à nouveau une voix, comment on travaille sur le fond. Je crois que l'initiative de Gérard Larcher nous y invite et je crois qu'il y a là des signes qui sont positifs parce que tout le monde s'est remis autour de la table. On sait qu'il faudra un peu de temps, il faut vraiment encore une fois parler aux Françaises et aux Français de ce qui les intéresse, des sujets qu'ils attendent parce qu'aujourd'hui, force est de constater que beaucoup de sujets les inquiètent. Il y a pas mal de problèmes sur lesquels nous sommes attendus et c'est ceux-là auxquels nous allons nous atteler aujourd'hui. Mathieu Darnaud, vous réaffirmez donc l'unité du groupe. Est-ce que certains sénateurs ont eu envie de partir? Est-ce que certains en ont assez aussi de cette étiquette LR? Non, je crois qu'il y a une volonté, vous le savez, ici au Sénat, de nous consacrer et de nous concentrer sur l'essentiel. Cette volonté de travailler, on va avoir des rendez-vous importants, la réforme constitutionnelle, des textes sur les territoires. Je crois que, encore une fois, c'est sur ces sujets-là que les Françaises et les Français nous attendent. Et pour qu'on soit audible, pour qu'on soit crédible, il faut travailler dans l'unité et, encore une fois, donner le sentiment qu'on est à la tâche. Et vous n'entendez pas les craintes à l'approche des municipales? Certains le disent, ils disent l'étiquette LR au niveau local, aujourd'hui, ça peut être un boulet. Non, mais je crois qu'il faut voir la question de façon beaucoup plus large. Il n'y a pas que la question des LR, c'est comment on aborde ce rendez-vous qui est un rendez-vous électoral important, mais aussi un rendez-vous électoral différent de l'élection européenne, avec des enjeux qui sont tout autres, des enjeux qui sont liés au territoire. Et on sait, on l'a vu avec la crise de l'hiver dernier, les gilets jaunes, mais d'autres signaux que nous avons à nous reconcentrer encore un peu plus ici au Sénat. Et je crois que les Françaises et les Français ne comprendraient pas qu'on se disperse sur des questions liées au positionnement des uns et des autres. Voilà. Vous faites partie des jeunes sénateurs. Quelle voix voulez-vous porter dans tout ce moment de reconstruction? Ce message aussi de lucidité, de sérénité, et puis cette volonté de réaffirmer notre engagement à servir les Françaises et les Français en tant que parlementaires, mais plus encore à travailler sur la ligne, parce qu'il faut investir des sujets sur lesquels nous avons peut-être trop fait l'impasse. Je pense aux sujets environnementaux, écologiques, mais pas que. Le sujet des territoires mérite, notamment sur la question des transports, des mobilités, des déplacements. Là aussi, c'est un sujet qui est très anxiogène pour nos concitoyens. On l'a vu encore aujourd'hui sur les questions d'actualité. Oui. Voilà, il faut qu'on revisite ces sujets. On a besoin d'être crédible. Et pour être crédible, il faut être force de proposition. Eh bien, merci beaucoup Mathieu Darnaud d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup Tam pour cette nouvelle réaction et on va prolonger cet entretien avec vous, Laure Darcos. Bienvenue à vous, vous êtes sénatrice LR de l'Essonne et puis vous êtes porte-parole de Libre engagée aux côtés de Valérie Pécresse. On a vu sa démission hier qui a finalement créé une nouvelle onde de choc jusqu'à la Haute Assemblée. Alors que s'est-il dit dans cette réunion cet après-midi dont vous sortez? Écoutez, ça a été une réunion qui m'a vraiment confortée dans mon choix de rester chez les Républicains, tout en gardant bien évidemment mon amitié, ma fidélité et à Valérie et à Libre. Et donc je continuerai à pouvoir, j'espère, être vraiment le bienvenu dans les deux instances. Bruno Retailleau puis Gérard Larcher ont vraiment mis l'accent d'abord sur le fait de ne pas critiquer les actions des uns et des autres, qui peuvent avoir des initiatives personnelles et que ça sèmerait encore plus de division. La tentation était là, Laure Darcos, justement, de il y avait une tension, le départ de Valérie tension Pécresse. palpable, bien évidemment. Mais vraiment, les deux ont été là-dessus formidables et je leur suis très reconnaissante parce que d'une certaine manière,
j'étais un peu ciblée, ainsi que Roger Carucci, pardon, ou M. Husson, qui était également... Votre soutien politique de Valérie Pécresse. Oui, nous étions au petit déjeuner autour d'elle hier matin. Donc, mais c'était de dire, notre famille politique, aujourd'hui, c'est notre groupe. Et pourquoi est-ce que le groupe... il n'y a jamais été question d'une quoi que ce soit comme division, comme sécession. Valérie ou son entourage ne nous l'a jamais demandé. Jamais. Aucune velléité, vous le démentez, de créer un groupe parallèle à un nouveau courant ici au Sénat. Ces rumeurs ont couru à cause de cette onde de choc et de cette annonce hier. Mais honnêtement, ça n'a jamais été le cas. Nous faisons bloc, bien évidemment, derrière notre président de groupe et surtout aussi Gérard Larcher. Et du coup, je l'avais déjà dit la semaine dernière, ce qui compte aujourd'hui le plus, et c'est pour ça que je l'ai exprimé à Valérie ce matin, après une nuit un peu agitée, je l'avoue. Est-ce que vous avez été surprise vous aussi par son choix? Vous disiez, vous étiez à ce petit déjeuner hier, elle vous en avait informé, là, vous avez informé de sa décision? Pas à ce moment-là. Pas à ce moment-là. En fait, mais comme elle le fait d'habitude, elle nous a beaucoup écoutés. Nous étions une dizaine de parlementaires, députés et sénateurs proches d'elle. Et elle a écouté chacune de nos points de vue. Et moi, je dois dire que j'avais été, là-dessus, du coup, je suis restée très claire. Je lui avais dit que je ne pensais pas que ce soit un moment pour elle de partir, parce qu'il y avait ce rassemblement autour de Gérard Larcher. Mais d'ailleurs, elle-même, remarque, le dit bien aujourd'hui, qu'elle restera toujours derrière Gérard Larcher dans cette initiative. Ça n'affaiblit pas la portée de l'initiative de Gérard Larcher, ce départ, selon vous? J'espère que non. J'espère que non. Mais comme il y a d'autres mouvements que simplement des chefs du parti des Républicains, aujourd'hui, à l'extérieur, elle pourra autant compter, j'imagine, qu'un Hervé Morin, président du Centre, ou que Hervé Marseille, président du groupe centriste, ou d'autres. Mais c'est vrai qu'autour de la table, les avis étaient très partagés. Moi, je partais du principe qu'il fallait, au bout, en tout cas, de cette logique, d'essayer que cette tentative, cette initiative de Gérard Larcher de vouloir rassembler au-delà de notre famille politique et de pouvoir élargir, c'était, je veux dire, peut-être la dernière chance. Et donc, on en a parlé d'ailleurs à cette réunion. Il nous a même fixé les premières conventions régionales thématiques qui pourraient avoir lieu dans les prochaines semaines. Et moi, je serai vraiment à fond derrière lui, bien évidemment, et derrière les organisateurs. Et on va essayer de reparler aux Français. Moi, je suis beaucoup de conversations sur des WhatsApp et sur des blogs, en fait, de mes militants. Et je pense beaucoup à eux aujourd'hui, et depuis les élections européennes, ils sont perdus. Mais je pense qu'ils sont restés beaucoup dans l'entre-soi. Certains disaient, les militants n'ont pas été écoutés par les chefs. Ils n'ont pas tort sur ce point. Moi, je dois dire que depuis plusieurs années, j'ai des militants qui me font remonter, en fait, des avis de leur part sur des sujets pointus. Ils n'ont jamais de retour de la part de la rue de Vaugirard. Mais je leur dis, ce n'est pas les militants qui n'ont pas été entendus, c'est que nous n'avons pas écouté les Français. Et donc, les mois qui viennent, les semaines qui viennent, nous allons aller à la rencontre des Français, ça sera ouvert à tous. Et on va essayer de pouvoir, j'allais dire, peut-être reprendre, en fait, point par point. C'est pour ça que je suis tout à fait d'accord avec Mathieu Darnaud. Elle se fait de l'intérieur du parti? Non, justement, il n'y a pas que le parti. C'est ça que j'apprécie chez Gérard Larcher, c'est que moi, je suis vraiment une aficionados de l'UMP. J'y étais à l'origine. Et hier, j'étais extrêmement émue en entendant Valérie, parce que je repensais à Jérôme Monod et à Jacques Chirac. Et on a passé des jours et des nuits à construire cette UMP. Je venais plutôt de la famille centriste. Et j'ai aimé cet ADN de ce grand rassemblement, avec des valeurs et des sensibilités très différentes. Et honnêtement, c'est comme ça que nous avons gagné pendant des années et des années. Et aujourd'hui, je pense que Valérie, et du coup, je respecte entièrement son choix, même si ça n'est pas le mien à l'heure d'aujourd'hui. Je pense qu'elle s'est rendue compte que plus personne ne défendait sa sensibilité, même au sein du bureau politique et au sein du parti actuellement. Et qu'elle serait peut-être plus à l'aise à l'extérieur pour s'exprimer, tout en restant dans le rassemblement et dans l'initiative de Gérard Larcher. On a été beaucoup critiqués depuis 2 ans sur le fait qu'elle avait sa petite musique à elle. Mais comme Force républicaine, ce sont des think tanks, ce sont des mouvements d'idées qui apportaient d'ailleurs des idées au parti, qui n'avaient, elles, pendant un moment, plus beaucoup d'initiatives sur le plan justement du projet. Et on était quand même à l'intérieur.
On était critiqués alors qu'on était resté exprès pour essayer d'élargir le champ de sensibilité. Valérie Pécresse, la tentation est là aussi peut-être de rejoindre La République En Marche. Pas on du voit tout. bien qu'il y a cette division aussi. C'est ce que dit Bruno Retailleau. On l'organise à l'extérieur et ça peut donner une assurance vie à Emmanuel Macron. Ce sont les mots de Bruno Retailleau. Je pense qu'en fait, toutes les tentatives sont aussi des parcours personnels. Mais je peux vous dire que la Valérie Pécresse que j'ai vue hier matin, même si en effet, comme je vous dis, on a été un petit peu surpris, mais on a été prévenus un peu avant 20h, mais était d'une détermination totale. Je suis de droite. Il existe encore un espace entre La République En Marche et le Rassemblement National. Sur le régalien, elle est extrêmement ferme, mais elle est également aussi très libérale et vraiment et humaniste. Et donc, elle a une détermination à vouloir faire entendre sa voix. Elle préfère le faire de l'extérieur aujourd'hui. Je pense qu'elle respecte aussi notre choix de pouvoir peut-être encore dans les mois qui viennent rester à l'intérieur. Et pour finir sur la Réunion, ce qui était très important, c'est que, et ça a été vraiment une grande détermination pour moi dans mon choix, c'est qu'aujourd'hui, alors que le gouvernement essaye de mettre à mal le Sénat par la réforme constitutionnelle. Alors justement, oui, puisque vous en parlez, Laure Darcos, on va voir cette réunion et ce qui a été dit avec les réactions de vos collègues sénateurs. D'accord, très bien. La réunion a été décidée dans l'urgence. Une urgence à la hauteur de la consternation qui a suivi l'annonce du départ de Valérie Pécresse des Républicains. Pour cette réunion de groupe exceptionnelle, Gérard Larcher est présent. 3 quarts d'heure de discussion à huis clos et une décision, celle de faire bloc autour de la ligne défendue par le président du Sénat. Nous soutenons unanimement l'initiative de Gérard Larcher. À l'unanimité, le groupe a tenu à réaffirmer le besoin d'unité et nous restons ensemble ici au Sénat parce que le Sénat et la France en a besoin. Voilà. Mais le départ de la présidente de la région Île-de-France bouscule les ambitions de Gérard Larcher et ne rend que plus urgent le travail de recomposition de la droite. D'abord, il faut reconnaître l'échec et puis il y a besoin de ce travail, je dirais, constructif d'introspection et de mobilisation autour d'enjeux importants et notamment sur des sujets de société, montrer ce qui marche dans la France, ce qui continue d'alimenter les fractures territoriales et sociales. Le calendrier est serré, l'agenda électoral chargé, les municipales et les sénatoriales en 2020, puis les régionales en 2021, 5 mois avant la grande convention de la droite, pour sauver ce qui peut encore l'être des Républicains. Alors avant de nous faire réagir, Laure Darcos, on retourne salle des conférences pour une nouvelle réaction avec vous, Tam Tranuy, avec un des autres participants, c'est Christian Cambon, le président de la Commission des Affaires étrangères et sénateur LR du Val-de-Marne. Christian Cambon, comment s'est déroulée cette réunion extraordinaire des LR convoquée hier, juste après l'annonce du départ des Républicains de Valérie Pécresse? Écoutez, ça a été une réunion importante, elle avait la gravité que nécessitent les événements que nous traversons, mais elle a laissé apparaître l'unité à laquelle nous sommes tous les uns et les autres attachés. Vous réaffirmez l'unité de ce groupe, il faut dire qu'il y a aussi des velléités de scission, notamment au sein du parti. Écoutez, vous savez, c'est pas par gros temps qu'il faut quitter le navire. Nous sommes aujourd'hui le 6 juin, c'est un jour anniversaire très important. Et si tous ces malheureux qui sont tombés sur les plages de Normandie avaient reculé dès la première rafale, je ne sais pas ce qu'il adviendrait de nous aujourd'hui. Et donc je pense que la crise que traversent les Républicains est grave. Elle nécessite que l'on y réfléchisse, mais elle exclut à mon sens tout comportement un petit peu personnel qui tire des conclusions immédiates de ce qui est en train de se passer. Je pense qu'il faut approfondir le résultat du scrutin de dimanche il y a 15 jours et essayer de reconstruire autre chose dans l'unité. C'est le cas de Valérie Pécresse, avoir un comportement personnel en démissionnant comme ça au lendemain de l'initiative lancée par Gérard Larcher? Écoutez, je lui garde ma fidélité en tant que présidente de la région Île-de-France car j'ai pris ma part à son succès, mais je n'approuve pas le calendrier qu'elle applique aujourd'hui pour nous quitter. Alors vous faisiez référence bien sûr à la journée de commémoration, aujourd'hui nous sommes le 6 juin. Tout à l'heure notamment, le président du Sénat, Gérard Larcher, a rendu hommage aux 136 000 hommes qui ont sauvé la démocratie. Il l'a dit, l'idée européenne, elle est aussi née sur les plages du débarquement.
Oui, bien évidemment. On a aujourd'hui, d'abord c'est un jour de mémoire, je pense que c'est très important. Le merci que le président français a adressé au président américain, à la reine d'Angleterre, en tous les cas à la Grande-Bretagne et à tous les pays qui nous ont aidés, c'est important. Qu'on ne perde jamais la mémoire et qu'on ne perde jamais le sens de l'histoire. Et je pense aussi que c'est un beau symbole qui intervient au moment où là aussi l'Europe est en crise et donc il faut resserrer les liens. En plein Brexit, effectivement. Donald Trump, justement, aujourd'hui a loué ces liens américano-français incassables. Emmanuel Macron, de son côté, a appelé Donald Trump à ne jamais cesser de faire vivre l'alliance des peuples libres. C'est la trêve, mais ce n'est pas la lune de miel des débuts. Déjà, c'est plutôt une bonne chose. Je préfère ces déclarations en France que celles que j'ai entendues hier en Grande-Bretagne de la part du président américain. C'est une constante. Notre reconnaissance à l'endroit des Américains est éternelle. Mais je pense qu'il faut aussi regarder l'avenir. On vit dans un monde dangereux, je le sais, en tant que président de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense. Et il faut véritablement que nos alliances soient solides. Eh bien, merci beaucoup, Christian Cambon, d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous, Tam, pour cette nouvelle réaction. Laure Darcos, on revient à l'actualité et à cette réunion du groupe LR pour réaffirmer l'unité du groupe. Pas de départ, soutien total à Gérard Larcher, notamment en vue des enjeux qui arrivent et la réforme constitutionnelle. Et notamment la réforme constitutionnelle, avec un gouvernement qui fait une tentative de vouloir renouveler le Sénat en entier en 2022. Gérard Larcher a réaffirmé, bien évidemment, devant nous tous. Même 2021 ou 2022, mais en tout cas en une seule fois, ce qui est totalement pour l'instant anticonstitutionnel. Et donc d'autant plus il faut faire bloc. On n'a le droit à aucune fissure. Tous les sénateurs, même en dehors de notre famille politique, comptent sur lui. Et nous, on doit d'autant plus faire bloc. Et puis au-delà de ça, ce que dit Gérard Larcher également à la fin de la réunion, c'est qu'il y a quand même des dizaines de milliers d'élus qui nous attendent sur le terrain, dans nos territoires, pour les défendre. Et je pense qu'honnêtement, les dernières, un peu chantage qu'ils ont subi pour prendre telle ou telle étiquette, nous fait dire que nous, on doit être aussi sur le terrain pour leur proposer de les aider. Et nous sommes très pragmatiques. Beaucoup de maires ne demanderont aucune étiquette. Et en fait, au fond, nous, on veut juste être là à leur côté et les servir, ce qui est le propre d'un sénateur auprès de ses élus et de ceux qui leur ont fait confiance. Voilà. Ça prendra du temps, cette reconstruction. On voit après ces départs qu'il y aura un prochain rendez-vous au mois d'octobre pour désigner un nouveau président du parti. Il faut prendre les étapes les unes après les autres progressivement. Tout à fait. Bien évidemment, on regardera quels seront les candidats à cette prochaine élection interne. Le corps électoral ne changera pas beaucoup puisqu'en fait, les renouvellements des cartes, ça arrive très bientôt. Donc, ça sera à peu près la même configuration du nombre de militants et même un peu leur positionnement. Moi, j'attends surtout, je vous dis, de l'initiative de Gérard Larcher et je sais que Bruno Retailleau et d'autres sont comme moi. Et on a soif de revenir auprès des Français et de manière élargie. Avec un renouvellement de génération aussi, puisqu'on voit, alors c'est peut-être moins le cas au Sénat, mais à l'Assemblée nationale, les jeunes députés, il y a aussi qui veulent faire entendre leur voix. Oui, bien sûr. Mais comme la société civile, on devra aussi la remettre avec nous. Je pense qu'honnêtement, on l'a aussi oublié. Et moi, j'ai beaucoup de gens autour de moi qui m'ont dit « mais vous nous entendez pas, vous nous écoutez pas ». Et puis les jeunes, je pense que moi aussi, je me suis pris vraiment une grosse claque dans la figure le jour des élections. Et quand j'entends les discours de Jadot, je pense qu'en effet, il parlait avec sincérité d'Europe, il parlait du climat. On a vu cette marche du climat absolument extraordinaire, initiée par des jeunes, et on les a complètement perdus. Et dans les réunions publiques, et dans notre parti politique. Et donc, il faut pouvoir leur parler à nouveau. Eh bien, merci beaucoup, Laure Darcos, d'être venue sur le plateau de Public Sénat. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'actualité politique et parlementaire, c'est à 18h30. On va plus loin, présenté par Rebecca Fitoussi. Très bonne suite des programmes sur Public Sénat.